Voilà, il est bientôt midi, donc on va pouvoir démarrer la conférence en ligne. On laisse encore quelques instants pour nos participants le temps d'arriver. Voilà, encore une petite minute. Bien, il est midi, donc nous allons pouvoir démarrer. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne dont le thème aujourd'hui porte sur l'intelligence artificielle pour une utilisation raisonnée et responsable dans les organisations. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir Anne Bouvreau, présidente du conseil d'administration de Technicolor. Alors, quelques mots sur Adéquancy. Donc, nous sommes société spécialisée dans le management de transition. À savoir, donc, nous accompagnons nos clients qui recherchent de façon temporaire à renforcer leurs équipes de direction. Et nous avons développé un écosystème digital dédié donc, au management de transition avec des plateformes spécialisées par fonction qui donnent un accès direct pour rechercher, sélectionner et engager ces managers de transition. Ce sont aujourd'hui 8000 membres inscrits autour de communautés telles que la direction générale, finance, RH, DSI, les achats, la logistique, les fonctions industrielles, commercial marketing et également juridique fiscal. Et en parallèle, donc, nous avons une équipe d'une quinzaine de personnes qui répond aussi aux besoins des clients qui souhaitent cette fois-ci déléguer la gestion de leur recherche auprès de nos équipes qui s'engagent en contrepartie à apporter une sélection en quelques jours. Donc de managers de transition aussi que nous avons pu identifier. En parallèle, donc, nos activités de management de transition, nous avons lancé un dispositif qui s'appelle Expérience. Expérience, ce sont des partages de bonnes pratiques, des retours d'expérience de la part de nos managers de transition, donc sous forme de témoignages qu'on peut retrouver sur notre site internet. C'est également une radio-podcast qui s'appelle Les Afters de la Transformation, qui a été lancée au mois de mai. Et donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire, tous les jeudis à 18h, donc un rendez-vous à ne pas manquer, puisque nous interviewons à chaque fois un dirigeant d'entreprise qui vient aborder ces sujets autour de la transformation qu'il mène dans son entreprise ou prendre part aussi à une discussion autour d'un secteur d'activité en particulier. Voilà. Et le troisième dispositif donc, autour de l'expérience, ce sont ces conférences en ligne où nous accueillons à chaque fois un intervenant clé du monde économique et de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Anne Bouvreau pour nous accompagner. Alors, l'agenda de la matinée, très simple. Donc, on aura l'occasion de présenter le parcours de Anne, aborder ensemble également la thématique autour de l'intelligence artificielle sur les enjeux, les usages, sur les pratiques éthiques également dans le traitement de la data, et puis la place de l'humain, naturellement, autour de la data et aussi dans l'intelligence artificielle. Vous avez la possibilité de poser vos questions donc, dans l'espace Q&R dédié en bas de votre écran et donc, ces questions seront posées à Anne Bouvreau en fin d'intervention voilà, pour pouvoir y répondre. Alors, nous allons tout de suite faire connaissance avec Anne. Donc Anne, encore une fois, nous sommes vraiment ravis, Anne Bouvreau, de vous accueillir ce matin. Donc un grand bonjour en tout cas. Donc Anne, vous êtes ancienne élève de l'école normale supérieure en mathématiques. Vous êtes également titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle au sein de Normal Sup et ingénieur du corps des télécommunications. Vous êtes de culture franco-américaine, puisque je crois savoir que vous débutez votre scolarité aux États-Unis et votre début de carrière également sur le sol mexicain et aux États-Unis. Et donc, votre vie professionnelle démarre dans le secteur des télécoms et des technologies de l'information, notamment au sein du groupe Orange, où vous y passez 18 ans. Et vos dernières fonctions étaient celles d'exécutive vice-présidente de l'activité mobile et device sur un périmètre d'environ 15 milliards d'euros.
En 2011, vous devenez directrice générale de la GSMA. C'est l'Association mondiale des opérateurs mobiles et la GSMA fédère environ 800 opérateurs mobiles dans le monde. Et en 2015, vous dirigez et reprenez la présidence et la direction générale de la société Morpho. Morpho, c'est le leader mondial de la reconnaissance biométrique, des solutions de sécurité et d'identité numérique. 8600 personnes, 55 pays dans lesquels vous déployez donc vos solutions et pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Morpho est devenu depuis IDEMIA suite à la cession donc, de la société par Safran auprès d'Ouverture Technologies. Et donc, depuis 2019, vous êtes présidente du conseil d'administration du groupe Technicolor, qui est une société internationale écotée, donc de haute technologie dédiée aux services de création d'images digitales, d'effets spéciaux, d'animation 3D, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, environ 14 000 personnes dans le monde. Voilà. Et dans vos autres fonctions, vous intervenez également comme senior advisor auprès de TowerBrook Capital Partners, comme administratrice également donc, auprès notamment de Cellnex Telecom ou de Ledger, qui est une société du Next 40. Et enfin, vous êtes la cofondatrice de la fondation Abeona, dont la mission porte autour de la Data Science for Fairness and Equality, à savoir un engagement recherché afin de rendre responsable et durable l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde que nous occupons. Voilà. Chère Anne, encore une fois, un grand merci pour votre disponibilité. Ravi de vous accueillir ce matin dans le cadre de cette nouvelle conférence en ligne. Pour débuter, peut-être une première question. Anne, quelle utilité et les bénéfices aujourd'hui et demain concernant l'intelligence artificielle? Merci beaucoup tout d'abord de cette invitation et je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. J'aurais préféré que ce soit en personne, mais je suis ravie d'intervenir dans cet événement en ligne. L'intelligence artificielle, je me souviens de l'époque où j'étudiais ça, où j'ai fait ma thèse, c'était relativement théorique parce qu'en fait, il y avait assez peu d'applications. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de puissance des ordinateurs, avec toutes les données qui sont disponibles sur Internet, en ligne et dans les entreprises, c'est vraiment quelque chose où il y a de plus en plus de cas d'application. Donc, il y a des cas d'application qu'on a oubliés ou auxquels on ne fait pas très attention. Par exemple, il y a la Poste qui utilise de la reconnaissance de textes manuscrits, d'écriture manuscrite pour automatiser le routage des lettres et le tri des colis. Il y a de la reconnaissance faciale, ça fait partie des services qu'on offrait chez Morpho. Quand on rentre dans un portique de contrôle des frontières où la puce du passeport est lue et l'image, la photo qu'on a dans le passeport est comparée à celle de la caméra qu'on regarde. Et puis, il y a tous les usages auxquels on pense plus, ceux sur Internet, ou que ce soit quand on utilise un service de webmail ou de Gmail, tous les services de mail, les spams, les anti-spams sont basés sur l'intelligence artificielle. Et puis maintenant, de plus en plus, il y a des propositions de comment est-ce qu'on va écrire son message, comment est-ce qu'on va le terminer. Il y a tous les moteurs de recherche qui essayent d'optimiser les recherches en partie sur la base de notre propre historique de recherche. Il y a tous les services de vente et de commerce sur Internet qui regardent ce qui est disponible, ce que les gens achètent, ce que nous, on a acheté avant et qui nous font des recommandations. Donc, il y a de plus en plus d'utilisation de l'intelligence artificielle et ça commence aussi dans le monde de l'entreprise avec les interfaces clients, les chatbots, on pourra parler de beaucoup d'exemples. Donc, ça se déploie. Ça se déploie d'autant plus vite depuis notre période de Covid, qui a vraiment accéléré forcément pour nous tous tout ce qui est utilisation d'outils en ligne et donc de possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, c'est au cœur d'une compétition entre les pays, entre les entreprises. Et on voit bien les États-Unis, la Chine déploient ça de manière très, très, très rapide. Ça se déploie aussi en Europe un petit peu plus lentement parce que nous, on considère en France, en Europe, que c'est important de déployer ces services, ces systèmes de manière responsable, inclusive, réfléchie. Et donc, on va pouvoir en parler plus, mais c'est vraiment une spécificité européenne et quelque chose qui est très important pour nous.
D'accord, ok, on comprend très, très clairement. Et j'irais, alors, ça fait depuis de nombreuses années que vous intervenez dans le monde de l'intelligence artificielle. Euh, Vous avez obtenu votre doctorat très, très, très rapidement issu de vos études. Quelles sont justement un peu les origines de l'intelligence artificielle et les évolutions que vous avez pu observer ces dernières années? Eh bien, il y a une définition, il y a plein de définitions de l'intelligence artificielle, mais il y en a une qui est assez simple, qui est de dire que l'intelligence artificielle, c'est trois choses, c'est des données. Il faut beaucoup de données pour avoir un programme d'intelligence artificielle, surtout pour l'apprentissage automatique ou le machine learning. Il faut des ordinateurs puissants, et puis il faut des algorithmes ou des programmes. Et donc, quand j'ai fait ma thèse, en fait, je travaillais sur des algorithmes. Et donc, les algorithmes, c'est pas si récent que ça. Il y en a qui sont un peu plus récents, mais il y a des algorithmes depuis longtemps. Et à l'époque, on y travaillait beaucoup, mais il y avait peu d'applications parce que, en fait, d'abord, les ordinateurs étaient, même si c'était déjà des grosses machines, avaient des capacités de calcul beaucoup, beaucoup plus faibles. Maintenant, ce qu'on a dans son téléphone, ça correspond à ce qu'il y avait dans des ordinateurs déjà très puissants il y a pas si longtemps que ça. Et puis surtout, on n'avait pas beaucoup de données numérisées. Donc tout ce qu'on est allé mettre comme texte, comme numérisation de documents, comme enregistrement de flux vidéo, comme images sur Internet, et puis toute la numérisation des process dans les entreprises, eh bien, ça a permis de constituer des bases de données. Et c'est vraiment complètement lié à ça, le fait qu'on ait maintenant beaucoup de données, qu'on ait des ordinateurs capables de faire des calculs importants, et puis des algorithmes qui existent et qui se perfectionnent aussi. Et c'est le fait d'avoir cet ensemble qui fait qu'on a été capable de fournir des services et d'avoir des applications d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plus récent. Et puis après, il y a la volonté ou non d'utiliser ces services, et puis notamment pour nous, utilisateurs, utilisatrices, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on considère que notre vie privée est respectée, si oui, on va peut-être essayer. Donc, c'est aussi une question d'habitude et du fait d'être confortable avec le fait d'utiliser ça. Et donc, le fait que les applications commencent à être possibles, et puis le fait que les gens soient de plus en plus confortables, ça fait que maintenant, on utilise vraiment de l'intelligence artificielle presque chaque fois qu'on va sur Internet. Et puis, dans beaucoup d'autres services, par exemple, voilà, à la poste, au contrôle des frontières, quand on utilise sa voiture et qu'on utilise Waze, et puis dans les usines et dans la santé. Enfin, il y a des tas d'exemples. Ok, très clair, très clair. Et on entend souvent parler de concepts de deep learning, de machine learning. Voilà, je me tourne vers vous peut-être pour essayer de nous donner quelques éléments d'information sur ces concepts, justement. Oui, mais avec plaisir. Donc, l'apprentissage automatique ou le machine learning, en fait, c'est on donne à un programme beaucoup, beaucoup de données, en général beaucoup. Alors, l'exemple hyper classique, c'est on donne plein d'images d'animaux et on a dit au départ, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est encore un chat. Et donc, le programme d'apprentissage automatique va regarder tout ça et va apprendre pas du tout comme nous on apprend, pas du tout comme un enfant apprend, et ensuite va être capable de dire sur des nouvelles images, ça ressemble beaucoup à un chat, ou pas. Et j'insiste sur le fait que ça se fait de manière différente de l'apprentissage des enfants. Par exemple, si une petite fille, il suffit de lui montrer deux chats, trois chiens, elle saura tout de suite faire la différence. Tandis qu'il faut vraiment des milliers, voire des millions d'images pour un programme qui n'est pas capable de dire c'est parce qu'il y a des moustaches ou c'est parce que la queue est comme ci ou comme ça, mais qui aura vraiment analysé des patterns beaucoup plus petits sur les pixels des images. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est plutôt des statistiques augmentées, vous voyez, des statistics on steroids, on pourrait Ouais, dire ouais. en anglais. Et du coup, il y a cette notion d'apprentissage qui est très puissante, mais il y a aussi un problème, une difficulté à expliquer.
Si j'utilise de l'apprentissage automatique pour faire du scoring de personnes qui cherchent à avoir un prêt, par exemple, pour savoir à qui accorder un prêt en fonction des chances de remboursement, et qu'après, il faut que j'explique à une de ces personnes pourquoi ce n'est pas elle qui a eu le crédit, eh bien, si c'est juste le système d'apprentissage automatique disait que ce n'était pas forcément bien, ça ne va pas être suffisant pour la relation client. On reparlera des aspects humains. On en avait parlé avant, c'est très important dans notre sujet. Mais il y a une caractéristique de l'apprentissage automatique ou du deep learning qui fait que c'est plus compliqué à expliquer. Et ça, c'est très important à comprendre quand on regarde le sujet de la relation humaine. Oui, je comprends. Alors, vous parliez effectivement de l'importance de l'IA, hein, l'intelligence artificielle, donc, avec une accélération ces dernières années. Si on prend le cas, par exemple, de Technicolor, quels usages, dans quel cas vous allez utiliser l'IA dans vos solutions? Oui, alors donc Technicolor, c'est une marque qui est très connue, mais Ouais. aujourd'hui, notamment notre domaine d'activité principal, ce sont les effets spéciaux pour les films, pour les publicités, pour les jeux vidéo. Et par exemple, dans le domaine des publicités, quand on travaille, je ne sais pas, pour L'Oréal ou pour une autre grande marque comme ça, qui fait des photos qui mettent en avant des produits de beauté, forcément, ces photos sont toujours retouchées. Et au départ, elles sont retouchées manuellement par quelqu'un. Et puis après, il y a bien sûr de l'aide de programmes informatiques pour lisser le grain de peau, faire en sorte que le rouge à lèvres soit plus rouge, etc. Et de plus en plus, on utilise de l'intelligence artificielle pour automatiquement faire ces retouches, voire pour automatiquement ajuster des visages selon les canons de beauté des marchés dans lesquels les publicités vont être vues, pour, par exemple, ne pas avoir uniquement des mannequins aux caractéristiques anglo-saxonnes, blondes aux yeux bleus, mais avoir des yeux un peu différents à partir, par exemple, de la même campagne de shooting de publicité. Donc ça, c'est un exemple précis dans la publicité, mais dans tout ce qui est traitement automatique de l'image et donc des effets spéciaux, il y a bien sûr des tas de choses qui peuvent être faites par l'intelligence artificielle. D'accord. Et une petite question également, ça a été comment dire, un accélérateur de la transformation aussi de Technicolor, que cet investissement dans l'IA, quelle était la place finalement de… Alors, je ne sais pas si c'est un accélérateur de transformation, mais clairement, nos clients demandent des choses innovantes, des solutions innovantes. D'ailleurs, c'est beaucoup dans le domaine de la publicité qui veulent vraiment les innovations le plus en pointe. Et puis après, c'est les gros blockbusters où on va en partie pour voir les effets spéciaux ou des images qu'on n'a jamais vues. Et dans ce domaine-là, être capable de fournir des choses vraiment en pointe et que d'autres savent peut-être moins faire, c'est très important. Vous voyez un autre exemple avec la pandémie, les gens sont forcément moins à même de se déplacer. Et la campagne de publicité, par exemple pour Duracell, pour les piles Duracell, il y a quelqu'un qui fait la voix de ces campagnes-là, qui est un Américain qui ne pouvait plus voyager pour se déplacer au moment où il y avait un tournage d'une publicité. Et donc, on a mis en place un système avec une personne en France, d'ailleurs, qui faisait les mouvements du petit lapin de Duracell. Et puis, lui faisait la voix depuis les États-Unis. Et puis, la publicité se mettait ensemble avec du graphisme et puis des images animées en 3D. En un seul endroit qui pourrait, je ne sais plus d'ailleurs si c'était en Angleterre ou ailleurs. Et ça fait partie des choses qui ont accéléré les utilisations de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est un des domaines d'innovation de pointe que nos clients nous demandent. Ok, très bien, très bien. Alors, merci beaucoup, Anne. Une thématique qu'on va aborder maintenant, et vous en avez parlé sur l'intelligence artificielle, c'est trois points clés. Et le premier que vous avez cité, c'est celui de la donnée, donc de la data. Et donc, la question qu'on se pose souvent quand on parle d'intelligence artificielle, c'est
Globalement, quelles sont les pratiques éthiques dans le traitement de la data, Mm. du fait d'usage de l'intelligence artificielle et peut-être les enjeux à venir. Voilà. Oui, alors c'est vrai, c'est une des premières questions qu'on se pose, peut-être particulièrement nous Français. On a depuis longtemps la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. On est très sensible à ce sujet de respect de la vie privée et donc de respect de nos données. Et donc c'est un domaine auquel on a fait attention depuis longtemps. C'est la France qui a aidé à porter au sein de la Commission européenne la réglementation sur la protection des données, le fameux RGPD ou GDPR en anglais. Et donc aujourd'hui, c'est relativement bien traité grâce à ça. Donc on va sur Internet, on clique tout le temps pour dire que oui, on est d'accord. Donc il y a des data protection officers dans les entreprises. C'est pris en compte au moment du développement d'un nouveau système d'intelligence artificielle ou juste d'informatique. Il y a des règles sur combien de temps est-ce qu'on garde les données ou à partir de quand est-ce qu'on les détruit, sur l'accès aux données qu'on a chez les fournisseurs qui les stockent. C'est pas forcément très simple pour un utilisateur de comprendre vraiment ou d'accéder à ces données, mais c'est encadré. Hein, c'est encadré et c'est relativement bien géré, notamment pour tout ce qui est en France ou en Europe est stocké dans ces espaces-là. Donc c'est un vrai domaine de sensibilité, mais je dirais que ce n'est pas forcément celui qui m'inquiète le plus aujourd'hui, parce qu'il a déjà été bien traité et on peut toujours améliorer les choses et il faut toujours faire attention à ce que soi-même on va aller poster sur les réseaux sociaux et puisque nos enfants vont poster aussi parce que ça va rester, mais c'est relativement bien traité, mais c'est un domaine très, très important effectivement. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui vous inquiète pour le coup sur les sujets autour de l'IA? Alors, il y a plusieurs autres sujets. Il y a un sujet sur les inégalités et les biais. C'était au cœur de la décision de cofonder la Fondation Abeona, qui est un collectif de personnes qui regardent comment faire une transition numérique responsable et inclusive. Sur les inégalités, il y a deux choses. Il y a des inégalités d'accès au numérique, donc le fait d'avoir un ordinateur, d'être confortable avec le fait de l'utiliser, mais il y a aussi des inégalités de décision. Quand on a notamment des systèmes de machine learning dont on ne sait pas vraiment comment ils prennent les décisions. Il y a cet exemple extrêmement connu d'Amazon qui, il y a quelques années, a décidé pour ses pratiques de recrutement interne, de recrutement de développeurs informatiques, d'analyser les CV de gens qui avaient déjà été recrutés et de s'en servir pour les recrutements à venir. Et ils se sont rendus compte, un peu après, du coup, arrêté d'utiliser ce système-là. Mais ils se sont rendus compte que, bien sûr, les gens qu'ils avaient recrutés jusqu'à présent, c'était essentiellement de jeunes diplômés d'une université en informatique, beaucoup aux États-Unis, et puis tous des hommes. Et donc, les recommandations de CV étaient à la fois une réplication de ce qu'ils avaient fait avant, et puis une accentuation de ce qu'ils avaient fait, ce que fait l'apprentissage automatique, c'est de trouver des patterns et puis de se dire, oh, ça a l'air d'être une règle, donc je vais le généraliser. Et donc, notamment, tous les CV qui mentionnaient, même des CV anonymes, mais qui mentionnaient des choses féminines, par exemple, une jeune femme qui aurait fait une université avec un diplôme en informatique, mais qui était dans l'école féminine de voile, par exemple, dans la coupe féminine de voile, ce qui a priori quelque chose de soit neutre, soit très positif. Était plutôt classé plus bas dans le système de ranking parce qu'il y avait une notion de genre et donc ce n'était pas vu comme quelque chose qui était pertinent. Donc ça, c'est un risque, surtout si c'est fait de manière involontaire. Amazon n'avait jamais cherché à discriminer les femmes sur ces postes-là. Mais donc ça veut dire qu'il faut faire attention à la manière dont on teste les programmes avant de les mettre en service. Et puis, dans des cas potentiels, on peut demander un label, demander un audit pour valider le fait qu'on fait les choses de manière non discriminante, qui peuvent être par rapport au sexe, qui peuvent être par rapport à l'âge des
gens, qui peuvent être sur l'adresse du candidat ou sa religion, si jamais elle est mentionnée. Donc, des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Ça, c'est un sujet auquel il faut vraiment prêter attention dans les déploiements de l'intelligence artificielle. Ouais, bien sûr. Il y a des domaines dans lesquels on n'utilisera jamais l'intelligence artificielle? C'est une très bonne question. Ça, la Commission européenne regarde en ce moment et regarde potentiellement pour des régulations et donc note les applications selon les risques et selon le niveau de risque. C'est une très bonne approche parce qu'il ne s'agit surtout pas de dire bannissons l'intelligence artificielle dans toutes ces applications, mais par contre regardons les cas d'application à très fort risque. Très fort risque, c'est des risques sur la vie des personnes, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de la conduite autonome, il faut faire très, très attention. Il y a d'autres exemples aussi, mais donc dans ces cas-là, il faut faire très attention. Et il y a Michel Bachelet, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, qui récemment a appelé à un moratoire sur l'utilisation de certains systèmes d'intelligence artificielle en attente de réglementation ou en attente de savoir comment on va les traiter. On peut se poser la question de, oui, ne mettons pas tout sur le marché avant de savoir ce qui est vraiment un risque ou pas. Et puis, encadrons ces cas à très fort risque. Et puis, faisons-le plutôt rapidement parce que dans cette course à l'innovation par rapport aux États-Unis, à la Chine ou autres, il ne faut pas non plus retarder les déploiements de services et les déploiements des entreprises. Mais il faut, dans les cas à très fort risque, il faut pouvoir encadrer. Et puis, bien sûr, bannir les pratiques qui sont à bannir de toute manière, même si elles n'étaient pas en intelligence artificielle, et puis permettre les utilisations qui sont raisonnées et responsables. Oui, bien sûr. Et après, on peut se poser aussi la question de l'international, puisque finalement, les pratiques d'un continent à un autre vont pas être les mêmes. Alors, on a des applications et des directives européennes, mais face à des grands pays, comment peut-être se protéger ou quel niveau de confiance on peut accorder, de crédit d'ailleurs. Mais c'est pour ça que c'est bien que la Commission européenne s'en saisisse, parce que c'est difficile à faire au niveau d'un pays. Mais aujourd'hui, dans le domaine où on a plus de recul, qui est le domaine de protection des données, on a un vrai sujet qui se transforme en un sujet de où sont hébergées mes données. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation aux États-Unis qui est extraterritoriale et qui dit toute entreprise américaine, l'État a vocation à pouvoir demander des informations sur des données de toute entreprise américaine si elles sont stockées sur le sol américain ou si elles sont stockées ailleurs. Et donc, ça a amené toutes les discussions autour du Digital Services Act et autour du fait que c'est important que les données vraiment sensibles, toutes les entreprises respectent les principes de base du respect de la vie privée, Amazon, Google, etc. Donc, il n'y a pas de risque inconsidéré, mais le risque d'accès par notamment les États ou pour un certain nombre d'autres cas, c'est un vrai risque. Et donc, le fait de se dire les données de mon entreprise qui sont confidentielles d'un point de vue compétitif, par exemple, c'est important pour moi qu'elles soient stockées en Europe, si j'ai des concurrents américains qui risquent de vouloir y accéder. Donc, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser et il faut qu'il y ait les services disponibles dans les bonnes localisations avec les bonnes restrictions ou garanties. Et puis, il faut qu'il y ait l'équivalent de la réglementation américaine, il faut qu'elle existe en Europe pour pouvoir protéger nos entreprises aussi. Donc voilà, c'est pas toujours extrêmement simple. Il suffit pas de dire voilà, nous on va pas faire ci, on va pas faire ça. Il faut regarder précisément les réglementations qui existent ou par ailleurs, comment s'en protéger et comment avoir l'équivalent du côté européen. Oui, d'accord, c'est très clair. Dans les autres ingrédients dont vous parliez pour définir justement l'intelligence artificielle, ce sont des ordinateurs puissants. Voilà, comment on les trouve, comment on fait pour stocker, faire travailler nos algorithmes en parallèle. Ça, C'est un vrai sujet. Il y a de très bons acteurs partout dans le monde, mais la capacité de calcul, les puces, certaines fois qui sont dedans, et on sait qu'il y a
il y a un problème sur la disponibilité des puces dans le monde, la capacité d'écriture des logiciels, donc quelles sont les entreprises qui les écrivent, la capacité de déploiement de projets et services informatiques, les acteurs du cloud pour stocker les données, qui sont majoritairement des acteurs américains et on a quelques-uns en Europe, mais pas beaucoup. Donc tout ça, ça rejoint chaque entreprise a besoin de faire sa propre politique informatique, gestion des données, intelligence artificielle. Et puis, chaque pays et chaque zone géographique doit aussi réfléchir en amont, avec une vision peut-être plus politique industrielle, pour se dire, oui, c'est important d'avoir des acteurs tout au long de la chaîne de valeur en qui on puisse avoir confiance, pas forcément exactement sur notre territoire, mais pas très loin et dans une zone où on sait qu'on peut et qu'on pourra travailler sans risque avec les gens. Vous voyez, Taïwan, qui est un des endroits vraiment majeurs en termes de compétences, notamment dans le domaine des puces, et puis il y a des usines absolument impressionnantes. Le fait que Taïwan soit à côté de la Chine et qu'on ait un risque géopolitique qui est difficile à prédire, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Absolument, absolument. Et autre question aussi, quand on parle d'algorithmes, souvent on pense à des data scientists, on sait à quel point c'est compliqué d'en recruter. Donc, comment on trouve finalement ces compétences rares et les qualités d'ailleurs recherchées dans ces profils, quelles sont-elles? Oui, alors il y a bien sûr les formations de data scientists, tous les gens qui font des études en informatique, en algorithmique, en intelligence artificielle. On a des tas d'ingénieurs qui sont très bien, ou d'informaticiens très bien en France. On a des très bons programmes de niveau master. On a des équipes de recherche qui sont vraiment très bonnes. D'ailleurs, des gens qui se font recruter après par Facebook ou Google ou autre. Donc, on peut être content en France d'avoir un très bon système de formation. Ça ne suffit pas. Parce qu'on en voudrait plus. Et ça va être difficile d'en former suffisamment de nouveaux chaque année. Donc après, moi, je suis une grande fan de la formation continue. Il y a un certain nombre de métiers qui vont être d'ailleurs particulièrement impactés par l'intelligence artificielle, mais qui aussi ont eu une formation et une expérience professionnelle qui n'est pas si éloignée. Qui sont par exemple les gens qui travaillent dans le domaine de la comptabilité ou un certain nombre de métiers de la finance ou des métiers où il y a des tâches de classement dans le monde informatique et des choses comme ça qui peuvent faire une formation de data scientist ou d'autres métiers qui sont aussi en très forte demande. Et ça, c'est vraiment important de s'assurer qu'il y ait cette formation continue et que les gens continuent à travailler leur employabilité et le fait de pouvoir répondre, aux besoins des entreprises et de pouvoir continuer à avoir une employabilité forte. Et il y a des tas de formations. Il y a des formations organisées par les entreprises, il y a des formations en présentiel, il y a des formations en ligne, notamment celle que fait Open Classrooms en France, mais pas mal d'autres. Et j'en profite, puisque je parle d'Open Classrooms, on a mis en place la Fondation Abeona, l'Institut Montaigne et Open Classrooms. On a créé un MOOC gratuit, un petit MOOC de 5-6 heures que tout le monde peut faire, surtout si on n'est pas spécialiste d'intelligence artificielle, qui s'appelle Objectif IA. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse en quelques heures comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que ce n'est pas, la science-fiction par exemple, et quels sont les risques qui sont réels, et puis comment réfléchir à ces risques et comment les aborder. Et donc, toutes ces petites formations plus précises et plus longues de data scientist et autres, c'est vraiment ce qu'il faut encourager pour avoir plus de compétences à recruter. Des fois, c'est des gens qui sont déjà dans nos entreprises. Et puis, pour pouvoir développer donc, ces systèmes d'intelligence artificielle et de données. D'accord. C'est très clair. Alors, on va bientôt, j'irai arriver à la fin de votre intervention, Anne. L'humain,
aujourd'hui Mm. avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est compatible? À quelle place, justement, pour l'être humain autour de ces solutions technologiques? Alors, je pense qu'elle est forte, et puis elle est forte, cette place, il y a besoin qu'elle reste forte, il faut y faire attention. Et puis, elle devient plus importante aussi. Alors, si je développe un petit peu, Bonne nouvelle. d'abord, si on dit il faut faire attention à ce que cette place reste forte, c'est que bien sûr, il peut y avoir une tentation de dire voilà, j'ai plein de CV, je les fais analyser, celui qui arrive en haut, je le recrute. Bon. Euh, D'abord, c'est très risqué, parce qu'on risque de ne pas forcément tomber sur la bonne personne. On sait très bien que quand on recrute quelqu'un, il y a une question de fit interpersonnel, par rapport à la culture de l'entreprise, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment voir dans un classement automatique. Il y a une notion de responsabilité. Il faut être capable de répondre aux parties prenantes, aux employés existants, aux actionnaires, aux candidats qui n'ont pas été sélectionnés, d'expliquer pourquoi. Et ça, si c'est juste une machine, ça ne va pas être possible. Donc, il faut s'assurer, et les projets de réglementation d'ailleurs le disent, donc une partie des meilleures pratiques, il faut s'assurer qu'il n'y ait jamais une décision prise par un algorithme ou un système d'IA, mais seulement des recommandations. Et là, l'exemple extrême de la responsabilité, c'est si les voitures autonomes n'existent pas encore. Mais si elles existaient vraiment, et si le jour arrive et qu'il y a un accident, eh bien, on ne va pas se retourner vers la personne qui a développé l'algorithme, on va se retourner vers le propriétaire de la voiture qui a décidé de mettre en marche le système d'aide au pilotage automatique, et on va toujours vouloir qu'il y ait une intervention humaine. C'est comme quand on gare sa voiture, vous savez, quand on a ce système qui permet de faire le créneau automatiquement quand on est debout à côté de la voiture, et bien en fait, on vous demande de tenir le petit bouton et puis de le déclencher, parce que la responsabilité, c'est la responsabilité de la personne qui a donné cette instruction. Et si la voiture est cassée, c'est de la faute de la personne qui a appuyé sur le bouton. Donc, pour les notions de responsabilité, d'explication, d'acceptabilité, il faut s'assurer qu'il y ait une place de l'humain qui est importante. Et puis après, elle va être de plus en plus importante. Parce que dans le domaine de la santé, par exemple, on va avoir de plus en plus d'aide à l'analyse, par exemple, de l'imagerie médicale, une recommandation de cette tâche-là sur le scanner, c'est peut-être un cancer, il faudrait regarder. Et donc ça va économiser beaucoup de temps aux infirmières, aux médecins, à tout le personnel médical. Mais du coup, ce temps, il va pouvoir, et ça va être très bien, être utilisé à parler avec les patients, les malades, à expliquer pourquoi on fait un test supplémentaire, quels sont les protocoles potentiels, etc. Et pour nous, êtres humains, c'est ça qui est le plus important. Donc si on peut utiliser les systèmes d'intelligence artificielle pour aider pour les tâches répétitives et puis pour avoir plus de précision dans les diagnostics et dans les recommandations, c'est très bien, et ça laisse plus de place pour l'interaction humaine dans toutes ces acceptations, dans la santé, dans la relation client, etc. etc. D'accord. C'est très clair. Dernière question, Anne, peut-être avant de passer aux questions de nos participants. Le monde de demain et l'intelligence artificielle, comment vous le voyez? C'est quoi votre vision? C'est quoi ma vision? Alors, déjà, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup les choses qui sont nouvelles, et qu'on ne comprend pas vraiment. Alors, avec l'apprentissage automatique, en plus, c'est compliqué à comprendre, donc ça fait peur. Et ce qui pourrait être considéré aussi comme de l'intelligence artificielle, vous voyez, je vous ai parlé du système de reconnaissance d'écriture sur les lettres par la poste, ça ne nous fait pas peur. Mais en fait, c'est très compliqué. Et c'est juste, ça marche très bien, puis on ne se sent pas menacé tellement par ça. Et bien sûr, il y a des postiers qui ont dû se reconvertir, mais ça fait partie des transitions et qui sont gérées par la Poste de manière très responsable. Mais les choses qui nous font peur aujourd'hui nous feront probablement moins peur demain. Donc, ce qu'on considère aujourd'hui comme de l'intelligence artificielle peut être un risque, surtout si on gère bien les risques et les déploiements, ça nous fera probablement moins peur demain.
Et il y aura probablement d'autres utilisations qui auront été rendues possibles, je ne sais pas, autour du quantique, autour des crypto-monnaies, autour de nouveaux domaines en développement qui nous feront plus peur. Mais c'est un peu le chemin du progrès. Donc, notre rôle à nous aujourd'hui, tous, hein, d'essayer de faire que ce chemin de cette transition vers l'intelligence artificielle il soit le plus responsable et le plus inclusif possible, pour qu'on accepte de ne plus avoir peur, parce que peut-être qu'il y a moins de raisons d'avoir peur, et puis après de se consacrer aux étapes d'après. D'accord, ok, excellent. Excellent. Bon, un grand merci Anne en tout cas pour avoir répondu à ces questions, pour cette présentation. La pédagogie aussi qui est la vôtre, parce que je Oui. trouvais que voilà, en termes d'acculturation au sujet de l'IA, on y est. Donc, un grand merci. Quelques questions. Donc, Oui. je vais démarrer par la première qui est celle d'Étienne Théodule. Pouvez-vous aborder le cas spécifique de la santé, tant du point de vue du potentiel de l'IA que de la protection des données dans la santé? Ah oui, alors ça c'est un vaste sujet, et c'est bien de poser la question parce que c'est le prochain domaine, je pense, d'utilisation vraiment de l'intelligence artificielle. Alors il y a un des exemples qu'on cite tout le temps, que j'ai cité un peu, qui est la reconnaissance sur l'imagerie médicale des cancers, par exemple, ou par exemple, avec la Fondation Abeona, on suit et on finance un peu un projet de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui regarde des images cérébrales de personnes qui ont Alzheimer ou des maladies dégénératives assimilées, et donc être capable de dire cette image-là, elle dit qu'il y a peut-être un cancer, il faut faire une analyse plus poussée, ou alors d'analyser sur des années le développement des images de cerveau de personnes qui ont Alzheimer ou autres, et d'essayer de chercher s'il y a des patterns ou des choses qui pourraient plutôt nous rendre compte qu'il y a un risque, et peut-être essayer de mettre un traitement plus tôt. Tout ça, c'est des domaines qui sont vraiment très prometteurs, donc à la fois pour le diagnostic, l'aide au diagnostic et l'aide du coup au traitement de pathologies, puis à la fois pour tout ce qui est dans le domaine de la recherche. Donc la recherche comme l'exemple que je viens de mentionner, ou alors les tests, vous voyez, les milliers de tests Covid en ce moment, et comment en tirer des résultats rapidement fiables. Ça aussi, c'est vraiment des choses, les tests de vaccins et les analyses de résultats, tout ça, ça utilise de l'intelligence artificielle, et ça peut en utiliser de plus en plus. Donc en termes de domaine d'application, c'est vaste. En termes de capacité de personnaliser les recommandations, c'est très important aussi. On a un peu une médecine aujourd'hui one size fits all, qui fait des tests sur des individus qui sont plutôt des hommes blancs de 70 kilos et entre 30 et 50 ans, on va dire, pour caricaturer. On va arriver à faire de la médecine beaucoup plus personnalisée. Donc voilà, il y a plein de potentiels et plein d'applications possibles. Le traitement des données, la protection des données, c'est extrêmement important. On est là sur des données sensibles, qui sont des données de pathologie, d'effets secondaires potentiels, de croisements de caractéristiques de personnes. Les gens ont tendance à vouloir partager leurs données en se disant ça va peut-être m'aider à me soigner moi, mais même si pour moi c'est peut-être un peu tôt, mais ça aidera à soigner dans le futur d'autres gens qui peuvent avoir les mêmes pathologies. Et donc il y a notre côté altruiste qui fait que souvent on peut avoir envie de les partager, mais on se dit quels sont les risques. Donc c'est très important de faire extrêmement attention à ces données-là. Et donc dans l'exemple de ce projet de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qu'on suit de près à notre fondation, il y a un entrepôt de données de la PHP sur les 30 et quelques hôpitaux de la PHP, qui regroupe les données de tous ces hôpitaux. Et pour accéder à ces données, il faut vraiment montrer patte blanche. Il y a un comité d'éthique à qui on fait une demande. L'équipe, en l'occurrence, qu'on suit, a fait cette demande-là, a dû motiver, ça a été accepté. Très bien, c'est
un motif très légitime, le fait de faire de la recherche. Vous voyez, c'est pas pour différencier l'assurance santé et combien les gens paieront, par exemple. Et ensuite, même le moyen physique d'accéder à ces données, ils n'ont pas l'autorisation de faire une copie de la base de données et de la mettre sur leur ordinateur et de travailler. Il faut qu'ils aillent dans la base de données de la PHP avec leur requête, qu'ils fassent la requête dans la base de données et qu'ils en sortent uniquement le résultat. Et tout ça, toutes les données, bien sûr, sont cryptées. Donc, pour aller plus dans les détails, l'objectif, ce n'est pas de vous parler de tous les moyens d'assurer le respect de la vie privée, mais c'est pour dire qu'il faut y faire très attention, que c'est lourd, que c'est compliqué même techniquement, mais que c'est important pour pouvoir assurer ce respect des données extrêmement sensibles, particulièrement dans le domaine de la santé. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est très clair et l'exemple effectivement avec la fondation est hyper pertinent parce que je pense qu'il parle à tout le monde. Donc, on voit bien dans des cas voilà, aussi importants que ceci, comment faire accélérer ou progresser derrière la recherche ou anticiper des potentielles maladies. Donc, on comprend tout à fait. On a pas mal de questions d'ailleurs de la part de nos participants sur le sujet de la data. Je pense que c'est naturellement un sujet sans doute d'inquiétude voilà, qui amène un certain questionnement. On a une question de Michel qui demande voilà, que pensez-vous de la définition de cloud de confiance versus les risques que vous avez évoqués avec l'interventionnisme des États notamment. Je l'ai évoqué, oui, un petit peu. Je pense que c'est très important. Il faut pas être naïf. Et les États-Unis ont cette réglementation qui fait que, pour tout un tas de raisons essentiellement bonnes de leur point de vue, mais ils se donnent les moyens de pouvoir accéder à des données dans des clouds et des data centers qui sont partout dans le monde. Donc, c'est très important de négocier ça avec eux. Des négociations, c'est sur la base de positions de force et en partie. Et donc, c'est important de pouvoir le faire du point de vue du périmètre européen. C'est beaucoup plus difficile à faire uniquement en étant, avec toutes ses qualités, la France ou un autre pays. Et puis, il faut le faire avec des gens qui comprennent. Et ce à quoi il faut peut-être qu'on travaille un petit peu plus, c'est qu'on a un peu tendance à la Commission et puis dans nos systèmes de sélection des gouvernants à avoir des gens qui n'ont pas forcément une expertise dans ce domaine-là qui est un, compliqué, deux, en très forte demande. Donc, les gens qui ont une expertise peuvent avoir des jobs un peu partout. C'est important d'avoir des gens qui comprennent et qui voient comment proposer de faire les bonnes réglementations européennes, les bonnes négociations avec les États-Unis ou avec la Chine, ou les bonnes protections dans ces domaines-là. Donc, il y a plein de choses bien qui sont en train d'être faites. Mais après, il faudrait aller plus en détail pour vous dire un peu plus ce que j'en pense. Mais c'est très bien qu'il y ait des acteurs comme OVH, c'est très bien qu'il y ait des projets comme Gaïa. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Alors, on a une question de Patrice que je trouve intéressante d'ailleurs. Le modèle d'IA basé sur la data est utilisé en particulier donc, pour les domaines du machine learning ou du deep learning qu'on va utiliser finalement. Est-ce qu'il existe d'autres domaines de recherche de l'IA non basés sur la donnée, sachant que ça faisait partie, je rappelle, des 3 ingrédients que vous avez cités dans… C'est une très bonne question. Alors, ça dépend bien sûr de la définition qu'on donne de l'IA. Si on considère que l'IA, c'est le machine learning, la réponse est non. Mais moi, je pense que la définition pertinente est probablement un peu plus large. Et vous voyez, tous les développements dans le domaine du quantique, c'est très différent. Le quantique, c'est d'énormes capacités de calcul et en fait, sur des volumes beaucoup plus faibles. On est… peut-être aussi parce qu'on est au début du quantique, mais quand on se dit qu'on peut travailler avec quelques qubits, c'est très, très, très fort. Et on peut être capable de faire des choses impressionnantes. On peut être capable de faire dans le domaine médical
dans le domaine de la chimie en général, de faire énormément de calculs de combinaisons potentielles. On peut être amené à craquer des codes de cryptographie qu'aujourd'hui on n'arrive pas à craquer parce qu'il faudrait faire beaucoup de tests avec beaucoup de données et de puissance de calcul et qu'on n'a pas ça. Donc le quantique, dont certains diront c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un peu autre chose, mais vous voyez, c'est un très bon exemple de quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de données, mais qui a beaucoup de puissance de calcul. Et puis après, il y a aussi l'exemple des crypto-monnaies qui est un peu différent aussi, où là, on n'est pas sur du machine learning, mais on est sur des grosses capacités de calcul, des algorithmes compliqués, et qui est aussi en déploiement très fort. Donc, est-ce qu'on considère que c'est de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Mais l'essentiel de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est en général des mélanges. C'est un mélange d'apprentissage automatique et puis d'informatique plus classique avec des règles. Et c'est cette combinaison-là que les entreprises utilisent aujourd'hui. Excellent. Excellent. Donc, question de Daniel, qui rejoint un peu celle de Maurice aussi, d'ailleurs. Je vais essayer de la synthétiser. Le sujet porte en fait sur l'usage de l'IA qui tendrait vers peut-être un appauvrissement de la réflexion humaine par paresse, par facilité, ou voilà, un risque de nivellement par le bas, notamment à travers des observations qu'on voit sur les réseaux sociaux qui peuvent être aussi poussées par l'IA. Alors là, je dirais, ça fait partie des questions qu'il y avait quand Gutenberg a inventé la presse aussi, enfin l'imprimerie. Il y a les deux, et toute nouvelle technologie en fait permet à la fois des progrès et des reculs. Vous voyez, c'est les deux visages de nouveaux développements technologiques. C'est vrai, on a moins besoin d'apprendre des choses par cœur. On a parfois, quand on cherche quelque chose, on va chercher sur Internet. Les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont effectivement d'un niveau absolument lamentable. Mais inversement, on a aussi pu avoir la création de communautés de passionnés ou d'experts autour d'un domaine qui se retrouvent en ligne alors qu'ils se seraient jamais rencontrés dans la vie parce qu'ils habitent dans des pays différents. On a la capacité de faire des travaux de recherche qui n'existaient pas avant. On a des publications, y compris des journaux, d'extrêmement bonne qualité, des choses comme le New York Times qui survit très bien dans le monde de l'Internet, où il y a des journalistes d'une qualité extrême. Et puis après, on a aussi des rédactions qui sont devenues essentiellement numérisées et qui reprennent les fils de dépêches de Reuters ou de l'AFP et puis qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc on a les deux. On a peut-être un peu plus de dissociation entre le meilleur et le pire qu'avant, mais on a les deux, on a le meilleur et on a le pire. Donc après, par rapport à nous-mêmes et à nos enfants, je pense que c'est important de mettre l'accent sur la créativité, sur l'esprit critique, plutôt que sur des choses qui sont moins valorisées aujourd'hui, comme le fait d'être capable de connaître les chefs-lieux de département par cœur, pour caricaturer, c'est beaucoup moins pertinent. Mais la créativité, le côté artistique, vous voyez, chez Technicolor, on a des gens, on les appelle des artistes. Ce sont des gens qui, à la fois, ont une exceptionnelle capacité d'utiliser des logiciels informatiques, et on les forme dessus, et puis une sensibilité artistique très forte. Et ce mélange des deux, c'est dur pour nous de recruter. On n'arrive pas à recruter suffisamment de personnes là-dessus. Mais c'est vraiment un domaine qui a beaucoup de potentiel et qui est très, très intéressant pour les gens qui le font. Je suis entièrement d'accord. Une question de Sophie. Est-ce que vous auriez des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle en faveur du développement durable et si c'est appelé justement à se développer? Est-ce que, voilà, de façon peut-être plus large, est-ce que les sociétés intègrent cette dimension RSE quand elles abordent le sujet de l'IA? Oui, alors c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, il y avait un sondage IFOP, je pense, il y a quelques mois,
qui disait que de plus en plus de Français, je pense que 62-63%, pensent que l'intelligence artificielle peut aider pour le développement durable et la lutte contre le changement climatique. Et c'est nouveau, parce qu'il y a peut-être 2 ans avant, j'avais vu un sondage Crédoc qui disait que les Français avaient peur de l'intelligence artificielle et pensaient qu'il y avait tout un tas de choses, et notamment du point de vue du changement climatique, qui étaient mauvaises parce qu'on utilise des ordinateurs. Alors, bien sûr, l'exemple le premier qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui est l'optimisation de l'utilisation de l'électricité et de l'énergie en général. Être capable d'avoir des petits capteurs qui permettent de voir quand on a besoin d'utiliser du chauffage, de la climatisation, de l'énergie dans une entreprise et de ne l'utiliser que lorsqu'on en a besoin et d'éteindre les systèmes de génération d'énergie sinon. Ça, c'est un exemple très clair. Le fait d'être capable de gérer la grid d'énergie où il y a à la fois des énergies renouvelables qui souvent sont disponibles de manière intermittente, que ce soit pour le vent qui est là ou qui n'est pas là pour les éoliennes, le soleil qui est là ou qui n'est pas là pour les panneaux solaires, et de voir quand est-ce qu'on bascule, quand est-ce qu'on utilise l'énergie pour faire remonter l'eau dans les barrages parce qu'il y en a trop, et puis quand est-ce qu'on fait redescendre l'eau des barrages parce que là on n'a plus de solaire ou d'éolien. Tout ça, ça demande beaucoup d'informatique et d'intelligence artificielle. Donc il y a d'autres domaines, mais c'est clairement un des domaines où on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et puis après, il y a pardon, je rajoute juste un point, les algorithmes qu'on utilise, par exemple pour les crypto-monnaies ou pour le machine learning, sont des algorithmes qui, en fonction de la manière dont on les optimise, peuvent être plus ou moins consommateurs d'énergie. Donc bien sûr, il faut les optimiser pour qu'ils en consomment le moins possible. Le moins possible, oui, bien évidemment. Et c'est vrai que je pense, un sujet de préoccupation pour le futur. Quelques questions donc, de la part notamment de Bruno autour de la formation. Comment peut-être faire du côté de nos universités pour intégrer plus dans les programmes l'intelligence artificielle, la formation continue. Et puis derrière, on voit bien donc, ce qu'il dit, sans doute peut-être plus d'accessibilité, en tout cas d'accessibilité des grands groupes pour attirer les talents, mais quid des PME qui veulent justement recruter ces talents qui ont des compétences en intelligence artificielle et qui, elles, souhaitent aussi développer des innovations en ce sens. Oui, alors là, il y a plein de choses à faire. Les MOOC, comme le MOOC Objectif IA que je mentionnais, j'ai vu qu'il y avait une question, quelqu'un demandait où est-ce qu'on peut le trouver. Donc, il s'appelle Objectif IA en un seul mot. On peut le trouver sur le site de l'Institut Montaigne, sur le site d'Open Classrooms ou sur le site de la Fondation Abeona. Vous le trouverez, mais il s'appelle Objectif IA et vraiment, je recommande à tout le monde, y compris les étudiants en université qui sont en lettres modernes ou en géographie ou en finance. Enfin, je pense que vraiment tout le monde devrait le suivre. Et puis les gens qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, petites, moyennes et grandes, c'est quelque chose qui, à la fin, en plus, il y a un certain nombre de liens pour en savoir plus, pour suivre d'autres formations si on a envie d'en savoir plus. Après, pour recruter et puis pour l'aide au recrutement, je pense qu'il faut vraiment regarder les gens qui sont déjà en poste et voir si on ne leur paye pas une formation spécifique. Chez Open Classrooms, par exemple, ils ont un programme qui est… on peut suivre une formation juste gratuitement, mais là, sur plusieurs mois, il faut se motiver. Mais ils ont des programmes avec des mentors, et là, c'est un petit peu plus cher, mais du coup, l'entreprise peut payer ça à son salarié ou à ses salariés en disant, comme ça, voilà, il y a une formation à suivre, il y a des rendez-vous avec des mentors réguliers pour voir si on a bien compris et puis pour poser des questions. Et puis, ce sont des formations diplômantes. Donc, ça permet ensuite que les gens prennent au sein de l'entreprise des tâches supplémentaires ou qu'elles aillent candidater ailleurs. Et donc ça, je pense que la formation diplômante et la formation continue, c'est vraiment un outil qu'il faut maximiser. Et puis, du point de vue des PME, il ne faut
faut pas penser que les PME ne sont pas attractives. Je pense qu'il y a, notamment du point de vue des jeunes entreprises, des jeunes salariés, pardon, ou des jeunes entrepreneurs, ils peuvent avoir envie de quitter une énorme entreprise globalisée et de vouloir travailler dans une plus petite entreprise. J'étais, vous voyez, la semaine dernière chez Bruno. Bruno, ils font des fournitures de bureaux, ils aident à la fois pour le mobilier, pour toutes les PME qui veulent se commander tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc, c'est une petite entreprise familiale qui est dans plusieurs pays en Europe. On ne penserait pas que ce soit l'endroit où les data scientists ont forcément envie d'aller. Ils viennent de recruter un très, très bon profil de quelqu'un qui était chez Amazon pendant plusieurs années et qui nous disait je travaille chez Amazon extrêmement intéressant, mais je voulais travailler dans une entreprise plus humaine, à taille plus humaine, plus petite, et voilà, il a été recruté chez Bruno. Donc, vous voyez, toutes les entreprises peuvent attirer, sur la base de leur qualité et de leur culture, des talents. On donne du sens, notamment aux collaborateurs, c'est un bon levier d'attractivité. Oui, je bien suis sûr. d'accord. Je suis entièrement d'accord. Dans les pratiques, en tout cas, la question de Hugues, pardon, qui est intéressante aussi, y a-t-il un risque de perte de contrôle de la machine par l'homme? Il pense plus spécifiquement au domaine militaire. Qui rejoint aussi la question de Victor qui dit comment s'assurer que les algorithmes d'IA sont bien testés, actuellement on respecte la vie privée des personnes. Est-ce qu'il y a aussi un organe en fait de gouvernance qui va et indépendant qui va faire de la vérification justement des pratiques? Donc deux questions. La perte en fait de maîtrise je dirais, des outils, des solutions d'IA, et l'autre, comment est-ce qu'on se verrouille en amont? Oui, alors il y a d'abord le risque de la perte de maîtrise, il nous fait tous peur, et donc c'est pour ça qu'on le voit dans les films, dans les romans de science-fiction. Il y a des gens d'ailleurs dans la Silicon Valley ou ailleurs d'ailleurs, qui aiment beaucoup nous faire peur et nous parler de ça. Moi, j'y crois assez peu. Enfin, l'échappement de la machine qui toute seule décide de tout faire, ça, j'y crois pas. C'est des programmes créés par des hommes et des femmes. Mais par contre, il faut qu'on fasse attention à l'utilisation qu'on en fait. Et si aveuglément, on laisse les programmes décider et puis qu'on prend le résultat du programme et puis qu'on le rentre sans réfléchir dans une machine ou dans une arme ou dans quelque chose comme ça, bien sûr, il peut y avoir un risque. Mais là, c'est les autorités militaires, notamment en France, dans tous les pays, les pays avec une certaine maturité, sont bien conscientes de ces risques-là, qui existaient déjà d'ailleurs d'un point de vue humain. On peut prendre des êtres humains qui ne réfléchissent pas forcément et qui veulent appuyer sur un bouton. Il y a des procédures qui font en sorte qu'il y a quelqu'un qui donne l'autorisation d'aller dans la salle où il y a le bouton, il y a deux personnes qui doivent appuyer sur le bouton. Toutes ces procédures qui existent déjà aujourd'hui, il faut simplement les appliquer dans le domaine de l'intelligence artificielle pour être sûr qu'il y a une vraie réflexion par rapport à une décision qui est potentiellement très grave et qui est prise. Donc ça, ces systèmes de gouvernance, il faut juste les étendre à l'intelligence artificielle. Et puis, d'une manière globale, il faut que tous on comprenne un peu mieux ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'on mette en avant ce besoin de garder l'humain tout le temps dans les décisions finales. Et ça, j'espère que dans cette discussion et puis dans les différentes autres discussions ou les MOOC que vous suivrez, vous verrez que c'est mis en avant. Absolument. Toute dernière question, Anne, celle de Régis, qui est effectivement très intéressante aussi. C'est comment positionnez-vous la place de la France au niveau mondial par rapport à sa maturité, son avancement dans la maîtrise des technologies de l'intelligence artificielle? Oui, la place de la France est plutôt bonne en fait. On a des très bons systèmes de formation, des masters, on a des très bons chercheurs, on a des bonnes écoles. On a le rapport Villani qui date déjà d'il y a 3 ans, qui a commencé à poser les bases d'une stratégie de la France en intelligence artificielle. Donc on a beaucoup de choses.
Après, il y a des pays qui sont devant nous, qui ont une longueur d'avance pour tout un tas de raisons. Donc, on fait partie des pays qui peuvent jouer un rôle et avoir une voix au chapitre. Mais il ne faudrait pas être complaisant, penser que ça va se faire tout seul et puis que les gens vont toujours nous attendre. Donc, c'est important de se saisir de ces sujets aujourd'hui. Au sein chacun de son entreprise ou dans les formations qu'on suit ou dans les informations qu'on va prendre sur des conférences comme celle-ci. C'est très important qu'on soit acteur de ce changement qui est en train d'opérer. Donc voilà, on a une bonne base, mais voilà, il faut qu'on fasse des choses chacun et chacune. Merci beaucoup, Anne. C'était vraiment passionnant. Voilà, je vois les Oui, commentaires qui arrivent. Les retours sont vraiment très positifs. Et même nous, je suis ravie. on a fait des messages aussi d'équipe qui me disaient, qui suivaient la conférence et qui trouvaient ça vraiment passionnant. Donc, un grand merci parce que je pense Je que t'en prie. la discussion naturellement continuera dans les années à venir. On est peut-être encore loin d'avoir mené au bout cette réflexion sur l'éthique, hein, puisque l'IA, globalement, on avance dans la maîtrise, mais c'est hyper passionnant. Donc, un grand merci, Anne. Petite personne, j'ai vraiment adoré. Et puis, société digitale, où nous aussi, on traite de la data. Hein, donc, forcément, c'est un sujet auquel on est sensible. Les pratiques éthiques aussi, on l'est particulièrement. Pour titre d'exemple, on a d'ailleurs fait labelliser Adéquancy dans nos pratiques éthiques autour de la donnée avec j'en fais la promotion, mais c'est surtout le label qui s'appelle ADEL, qui nous a audité, donc Jérôme Béranger, qui est le fondateur. Ça a été un travail de 6 mois. Et on a ouvert le capot, en fait, hein, clairement, je le dis en termes de pratique et d'échanges, mais on a ouvert le capot pour expliquer comment est-ce que on recevait la donnée, qu'est-ce qu'on en faisait, comment elle était stockée, sécurisée, etc. etc. Donc, voilà, c'est petit parallèle, mais qui fait son sens. Et petit aussi, j'irais lien donc vers non plus cette fois-ci de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence collective, pour parler donc du livre blanc qui a sorti donc à Desconcy durant l'été et surtout depuis septembre. Donc je parle d'intelligence collective puisque ce livre blanc est un travail collectif d'une vingtaine de dirigeants, donc DG, directeur de la transformation et de la stratégie, avec lesquels on a collaboré donc, pour essayer de projeter et se projeter dans l'entreprise de demain. Donc, un document de 80 pages directement accessible sur le site d'Adéquancy. Et on parle aussi beaucoup d'ailleurs sur certains aspects du traitement de la donnée et de l'usage de la donnée. Et je vais citer un exemple d'ailleurs qui était celui d'un de nos clients qui nous a sollicité parmi d'autres, qui était je souhaite repartir à la conquête, à la reconquête de nos clients, mais on les connaît pas. Et donc, ils ont appliqué un manager de transition qui a porté en fait l'analyse et l'amélioration de la connaissance client et qui a fait émerger derrière toute une stratégie omnicanale dans l'entreprise. Et en l'espace de 9 mois, ils ont totalement reconquis et mieux compris aussi qui étaient leurs clients. Donc, la data fait sens effectivement dès qu'on la cultive. Donc, encore un grand merci, Anne, pour cette participation. Je réinsiste, c'était ultra passionnant. Donc, j'espère qu'on aura de nouvelles occasions de vous voir intervenir. On partagera naturellement le lien vers le MOOC Open Classroom qui traite de l'intelligence artificielle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur community@adequancy.com. Voilà, un grand merci encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir invité. Au revoir. À bientôt, Anne. Au revoir. Au revoir.